19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. Génocide sioniste à Raza, le bilan des victimes s'alourdit à 71 548 martyrs et 171 353 blessés. L'armée syrienne annonce contrôler la ville de Deir Hafr à l'est d'Alep. Au Maroc, les manifestations rejetant la normalisation avec l'entité sioniste se poursuivent dans 45 villes du royaume. Nous parlerons également de la situation au Venezuela. Delcy Rodriguez annonce le début de l'acheminement des revenus de la vente de pétrole via la Banque centrale. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous venez de nous rejoindre, on entame cette édition avec le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Raza. À ce jour, 71 548 Palestiniens sont tombés en martyrs et 171 353 autres ont été blessés. Les autorités sanitaires palestiniennes rapportent que le corps d'un martyr ainsi que 6 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Raza au cours des dernières 24 heures. Sachez que depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre dernier, 464 Palestiniens sont tombés en martyrs et 1275 autres ont été blessés, tandis que les corps de 712 martyrs ont été récupérés. Et les Razaouis accueillent avec des pincettes l'annonce des États-Unis concernant le lancement de la deuxième phase du cessez-le-feu, avec la création d'un conseil de la paix chargé de superviser la gouvernance temporaire à Raza. Entre scepticisme et espoir, les habitants de Raza savent mieux que personne que le respect des accords n'est pas dans l'ADN de l'entité sioniste, comme nous l'explique Souila Akilal. Le scepticisme des Razaouis face à l'annonce américaine est plus que légitime. Eux qui tentent de reprendre un semblant de vie dans une enclave aux allures de ville apocalyptique, sous la constante menace sioniste malgré un supposé cessez-le-feu violé à plusieurs reprises. D'ailleurs, depuis son entrée en vigueur en octobre dernier, 451 martyrs et 1251 blessés sont venus alourdir la liste des victimes palestiniennes, d'où la méfiance des Razaouis, pour qui l'entité sioniste fera tout pour violer l'accord, comme à l'accoutumée, alors que l'urgence est à la réouverture des frontières de l'enclave. Concernant le Conseil de paix mis en place par l'administration Trump, son succès ou son échec dépend des Israéliens, l'ennemi occupant. S'ils veulent sa réussite, il réussira. Dans le cas contraire, il échouera. Le contrôle des frontières, l'aide et la reconstruction sont entre les mains des Israéliens. Le plus important est d'ouvrir le poste frontière pour soigner et évacuer les malades. Ce serait bien que ce plan fonctionne réellement, car nous sommes dans une situation misérable, une situation catastrophique. Même si le Hamas et l'entité sioniste ont approuvé le plan de Trump, prévoyant la création d'un organe technocratique palestinien chargé de fournir des services publics à la population, organe supervisé par un conseil international chargé de contrôler la gouvernance de Raza pendant une période de transition. Les Razaouis, eux, y voient une manœuvre de plus pour s'accaparer de leurs terres et anéantir la Palestine et ses enfants. Ce comité de paix sera le prélude à une hégémonie à long terme qui anéantira l'unité du peuple palestinien et les frontières géographiques entre la Cisjordanie et Gaza. Depuis plus de 2 ans, l'occupation sioniste perpétue un génocide à Raza, marqué par des tueries, la famine, la destruction et le déplacement forcé de la population, en dépit des appels internationaux et les ordonnances de la Cour internationale de justice. Il est donc difficile de croire que l'entité sioniste arrête sa besogne, sauf miracle, avant de mettre en application son plan expansionniste en Palestine. Sachez par ailleurs qu'une fillette palestinienne est tombée en martyr hier vendredi des suites de blessures causées par un bombardement mené par l'armée d'occupation sioniste dans le nord de la bande de Raza et plus exactement sur un centre d'hébergement à Beit Lahia. Plus tôt dans la même journée, une femme palestinienne était également tombée en martyr après avoir été atteinte par des tirs de l'armée d'occupation sioniste à l'ouest de Khan Younes au sud-ouest de Raza. Le nouveau comité palestinien chargé de gouverner Raza a tenu une réunion au Caire en Égypte. C'était hier vendredi. L'organe palestinien sera dirigé par Ali Chath.
ancien vice-ministre de l'autorité palestinienne soutenu par l'Occident, qui était donc chargé du développement des zones industrielles. Les États-Unis ont déclaré mercredi qu'ils lançaient la deuxième phase de leur plan visant à mettre fin au génocide à Gaza, alors même que des éléments clés de la première phase restent toujours à réaliser. La première phase a été marquée par divers problèmes, notamment la poursuite des frappes aériennes israéliennes qui ont fait des centaines de morts à Gaza, l'incapacité à récupérer les dépouilles du dernier détenu, la dépouille du dernier détenu israélien et les retards des autorités de l'occupation dans la réouverture du point de passage frontalier de Gaza avec l'Égypte. Au Liban, la force intérimaire des Nations Unies, la FINUL, a annoncé qu'un char appartenant à l'armée d'occupation sioniste avait tiré environ 30 balles de petit calibre en direction de l'un de ces sites situés près de Kfar Shouba, dans le sud du pays. La FINUL qui a de nouveau rappelé à l'entité sioniste la nécessité de garantir la sécurité des forces de maintien de la paix et de cesser ces attaques à leur encontre, soulignant que cette agression porte atteinte à la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies ainsi qu'à la stabilité que les forces onusiennes et les parties concernées s'emploient à consolider. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a exprimé sa préoccupation face à la montée de l'agressivité de l'agression de l'occupation sioniste à l'encontre des forces, des personnels de la force intérimaire des Nations Unies au Liban. La FINUL, opérant dans le sud du pays, s'exprimant devant la presse à New York vendredi soir, par visioconférence depuis la ville de Jeddah en Arabie Saoudite, le responsable onusien a fait part de vives inquiétudes quant à la sécurité des casques bleus dans la région, évoquant une augmentation des incidents agressifs ou hostiles perpétrés par l'entité sioniste qui restreindrait donc la liberté des mouvements et mettent donc le personnel en danger avec des conséquences potentiellement graves. Et après près de 2 semaines de combats et de menaces d'un embrasement plus large dans le nord-est de la Syrie, l'armée syrienne a annoncé ce samedi avoir pris le contrôle militaire total de la ville de Deir Hafer, située à l'est d'Alep. Dans un communiqué publié par la télévision officielle plus tôt, l'armée avait déclaré que ses forces avaient commencé à entrer dans le secteur à l'ouest de l'Euphrate, à commencer par la ville de Deir Hafer. Aujourd'hui, Maskana, Deir Hafer et El Mahdoum sont libérés. La joie est immense. Que Dieu nous accorde la victoire. Seigneur, louange à Dieu. Dieu merci, cela s'est produit avec le moins de pertes possible. Il y a eu assez de sang versé dans ce pays, la Syrie. Nous avons assez sacrifié et perdu. Les gens en ont assez. Nous voulons une Syrie unie pour tous les Syriens, où chacun se sent en paix et heureux, et où nous soyons tous frères. C'est ce que nous espérons. De son côté, l'état-major des opérations de l'armée syrienne a annoncé la mort de 2 soldats et fait état de plusieurs blessés suite à une attaque menée par les forces des FSD, les forces démocratiques syriennes, contre une patrouille militaire près de la ville de Maskana, dans l'est d'Alep. Dans un communiqué officiel, l'armée syrienne a accusé les FSD d'avoir violé l'accord en ouvrant le feu sur ses troupes. Direction le Maroc à présent, où de nombreux citoyens ont de nouveau manifesté vendredi dans 45 villes du royaume contre la poursuite de la normalisation des relations entre le Marzan et l'entité sioniste qui poursuit ses agressions génocidaires contre les Palestiniens dans la bande de Gaza, et ce malgré le cessez-le-feu à Malamazian Zitouni. 80 manifestations à travers 45 villes du pays. Les rues des villes marocaines ont été le théâtre d'une vague de manifestations massives durant lesquelles les Marocains ont exprimé leur soutien à la Palestine et exigé la fin de toute forme de normalisation entre le régime du Marzan et l'entité sioniste qui poursuit son agression génocidaire contre le peuple palestinien à Gaza. Des rassemblements organisés par le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation qui, de sa part, a rappelé son soutien indéfectible au peuple et à la cause palestinienne.
Vendredi 16 janvier 2026, Rabat renouvelle son engagement envers la Palestine. Nous renouvelons notre serment de fidélité aux martyrs de la Palestine et à tous les martyrs de la nation. La Palestine mérite de nous non seulement des veillées et des manifestations, mais un lien continu et éternel jusqu'au jour du jugement. La Palestine est une conviction, une identité, une histoire, un présent et un destin, et non une simple question de solidarité avec un peuple opprimé. Le peuple marocain est convaincu que la Palestine est une cause nationale indissociable des enjeux sacrés de la patrie, l'intégrité territoriale, l'unité sociale, le présent et le destin. Nous poursuivons ce mouvement contre la normalisation, une normalisation qui constitue un poignard empoisonné et un cancer qui nous détruit d'abord, puis poignarde la Palestine dans le dos. Cesser toute forme de normalisation avec l'entité occupante, considérant que cette voie n'a apporté que de la honte et du déshonneur au peuple marocain. C'est la revendication de l'Observatoire marocain de lutte contre la normalisation au moment où les autorités marocaines intensifient leur coopération avec l'entité sioniste dans divers domaines. La normalisation continue d'humilier les Marocains, notre terre et notre nation en poursuivant ces mesures honteuses et misérables. Ce vendredi matin, les médias ont rapporté qu'une conférence internationale organisée par l'entité sioniste sur ce qu'elle appelle la sécurité alimentaire au bleu se tenait à Eilat en Palestine occupée. Des responsables marocains y participent une fois de plus et notre gouvernement reste silencieux, continuant ainsi de soumettre le peuple marocain à la misère et à la honte de la normalisation. La participation de responsables du ministère de l'Agriculture à cette conférence sioniste est une honte absolue. À quelle sorte de sécurité alimentaire participons nous Marocains en nous soumettant au sionisme, aux meurtriers, aux nazis, aux terroristes, aux ennemis de Dieu et de l'humanité? La rue ne décolère pas au Maroc. Le peuple marocain, qui a toujours soutenu la Palestine à travers les générations, n'accepte pas de devenir un complice des crimes de l'occupation. Le message est clair, la normalisation est une trahison et y mettre fin est un devoir national. Toujours sur le continent africain, le gouvernement du Tchad a dénoncé l'attaque menée par les forces de soutien rapide à l'intérieur de son territoire, laquelle a causé la mort de 7 militaires et fait plusieurs blessés. Le gouvernement a qualifié cet acte d'agression inacceptable et de violation flagrante et grave et répétée de l'intégrité territoriale de la souveraineté du pays. Le gouvernement condamne fermement les incursions délibérées sur le territoire tchadien. Cette agression est jugée inacceptable et constitue une violation flagrante, grave et répétée de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la République du Tchad. Ce n'est pas la première fois qu'une violation des frontières tchadiennes est commise par les parties belligérantes au Soudan. L'opération menée par les forces de soutien rapide a causé la mort de 7 soldats tchadiens, en plus de plusieurs blessés. Le gouvernement tchadien qui a mis en garde les auteurs de l'attaque issue des forces de soutien rapide ainsi que ceux qui les soutiennent. Le Tchad n'est parti à aucun camp dans ce conflit et ne permettra en aucun cas que cette guerre soit exportée sur son territoire. Le gouvernement tchadien avertit pour la dernière fois les auteurs de l'attaque et ceux qui les soutiennent que toute nouvelle tentative d'agression, de provocation ou de violation du territoire et des frontières du Tchad, quelle qu'en soit la source, fera l'objet d'une riposte immédiate, forte et ferme conformément aux lois de la République et aux dispositions du droit international. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Brahim Salih, en visite actuellement au Tchad, a alerté sur l'urgence d'une protection et d'une aide humanitaire pour les réfugiés fuyant le conflit armé au Soudan. Lors d'une rencontre des familles d'exilés et des victimes de violences, il a insisté sur la nécessité de soutenir ces réfugiés afin qu'ils puissent reconstruire leur vie avec dignité, loin des combats et des violations des droits humains.
Le porte-parole onusien de la coordination générale des camps de déplacés et de réfugiés au Darfour, Adam Rajel, a précisé dans un communiqué publié ce samedi que les camps de réfugiés enregistrent des décès dus à la faim et à la malnutrition. Il a également souligné la propagation massive de maladies liées aux carences alimentaires et au manque d'eau potable. Selon le même responsable, cette situation laisse présager une aggravation de la catastrophe humanitaire dans la région, conséquence d'une baisse drastique de l'aide internationale désormais incapable de couvrir les besoins vitaux de base. Et puis, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le président du Conseil de souveraineté de transition au Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, ont salué l'offre du président américain Donald Trump de servir de médiateur dans le différend sur les eaux du Nil avec l'Éthiopie. Dans une publication sur la plateforme X, le président al-Sisi a adressé ce samedi un message à Donald Trump pour réaffirmer la position de l'Égypte et ses préoccupations concernant sa sécurité hydrique face au projet éthiopien du barrage de la Renaissance. De son côté, al-Burhan a confirmé son soutien à l'initiative et à la médiation du président Trump concernant ce qu'on appelle la crise du barrage de la Renaissance éthiopien, soulignant qu'une telle médiation est de nature à favoriser durablement la sécurité et la stabilité dans la région. Le président ougandais sortant Yoweri Museveni proclamé ce samedi vainqueur de la présidentielle par la commission électorale après avoir raflé 71,65% des suffrages. Museveni, âgé de 81 ans et au pouvoir depuis 1986, remporte un 7e mandat consécutif selon les résultats finaux annoncés ce samedi par le président de la commission électorale. Yoweri Museveni est crédité donc de 71,65% des suffrages contre 24,72% pour son principal opposant, Bobi Wine. En Afrique du Sud, les inondations provoquées par des pluies torrentielles ont fait au moins 19 morts selon les données officielles publiées ce samedi. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est rendu jeudi dans la province de Limpopo pour évaluer l'étendue des dégâts et la réponse du gouvernement. Le ciel est loin de se dégager et pour cause, le service météorologique a émis une alerte maximale pour de nouvelles précipitations dans certaines régions du pays. Je vous propose justement d'écouter ces quelques témoignages. Tout est trempé, les vêtements, le lit, nous n'avons rien à nous mettre, nous dormons et nous nous réveillons dans cette humidité. La situation est catastrophique. On voit même de l'eau à l'intérieur du stand et dans certaines maisons, ce qui rend la vie encore plus difficile pour les habitants. Notre plan est évidemment d'évacuer certaines de ces familles. Certains refusent, tout simplement à cause de leurs biens. Elles craignent de se les faire voler. Simply because of their assets, they are afraid that they will be stolen. Il faut que la pluie cesse pour que la municipalité puisse venir nous aider face aux inondations. Ils pourront même créer de nouveaux canaux pour l'écoulement de l'eau. Et direction le Venezuela à présent, où Delcy Rodriguez, présidente par intérim, annonce le début de l'acheminement des revenus de la vente de pétrole via la Banque centrale. Rodriguez qui affirme que désormais chaque dollar servira à financer le système de santé national en réponse à des propositions américaines de contrôle de ces revenus. Regardez. Les recettes déjà générées par les ventes de pétrole transiteront par la Banque centrale du Venezuela, dirigée par sa présidente Laura Guerra, et parviendront aux banques privées pour le mécanisme du marché d'échange. C'est important. Un contrat a été signé pour la commercialisation du GPL. La première molécule de gaz vénézuélien sera exportée. Nous l'avions dit, nous l'avions annoncé. Nous exporterions la première molécule de gaz et nous tenons notre promesse. Nous tenons notre promesse au président Maduro et à notre peuple. C'est la voie à suivre. Nous y sommes parvenus grâce à nos propres sacrifices, car PDVSA a produit ce gaz destiné à l'exportation au prix de ses propres sacrifices, tout en atteignant des niveaux de production d'1 200 000 barils, un niveau jamais atteint depuis 2015.
La Chine et le Canada ont conclu des accords spécifiques pour régler de manière appropriée les questions commerciales, liées notamment aux véhicules électriques, aux produits en acier et en aluminium, ainsi qu'aux produits agricoles. Les deux parties sont parvenues à un consensus sur l'augmentation des vols directs, l'amélioration de l'environnement des affaires et l'inspection et la quarantaine de produits agricoles. On s'intéresse à présent à un sujet qui fait l'actualité dans de nombreux médias. La première ministre italienne Giorgia Meloni a écarté la possibilité d'une intervention militaire américaine au Groenland pour prendre le contrôle de cette île arctique. Lors d'une conférence de presse, Meloni a souligné qu'elle ne soutiendrait pas un tel scénario s'il était mis en œuvre par l'administration américaine de Donald Trump. Elle a insisté sur le fait qu'une telle action ne servirait pas les intérêts de personne. Je pense qu'il est très difficile qu'une intervention terrestre, c'est-à-dire militaire, se produise concernant la question du Groenland. Je pense que la question est politique, qu'elle sera résolue politiquement et qu'elle sera résolue, à mon avis, également par un engagement plus important de tous les alliés envers une région stratégique pour tout le monde. Elle n'est pas stratégique seulement pour les États-Unis, mais elle l'est également pour nous, pour l'Europe, et peut-être sans exagération. Le Groenland n'est pas à vendre. C'est en ces termes que les Groenlandais répondent aux menaces américaines. Ils demandent le respect du droit international et des principes juridiques internationaux. Regardez. Je n'aime pas du tout ça, je trouve ça absurde. Nous sommes un peuple libre et nous ne souhaitons pas faire partie des États-Unis. Je pense donc que c'est une très mauvaise proposition. Je pense qu'ils mentent. Ils ne veulent pas faire de nous un État, parce que je pense qu'ils nous créeraient une zone plus petite qui n'aurait pas le même statut qu'un État. Et sachez que d'importants rassemblements se sont tenus ce samedi dans plusieurs villes du Danemark et à Nuuk, la capitale groenlandaise, afin de protester contre les convoitises du président américain qui continue d'afficher son intention de s'emparer du pays. En mode économie, le taux d'inflation annuel a fortement diminué en Russie en 2025, selon les données de l'Agence nationale des statistiques publiées vendredi, semblant donc valider les efforts de la Banque centrale russe pour contenir l'augmentation des prix. L'augmentation des prix a ralenti en 2025 à environ 5,6%, selon l'Agence nationale des statistiques Rosstat, bien moins que les 9,5% en 2024 et mieux qu'attendu par les analystes et la Banque centrale de Russie elle-même. Et puis sport football à la veille de la grande finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2025. C'est la 3e place qui s'est donc jouée ce samedi entre le Nigeria et l'Égypte. Et c'est donc le Nigeria qui s'est imposé avec 4 buts à 2, suite donc à une séance de tir au but. Et toujours à la veille de cette finale de la Cannes 2025, le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw a tenu des propos marquants lors de la conférence de presse qu'il a tenue ce matin. Il a exprimé sa colère face à des failles sécuritaires au Maroc tout en citant l'Algérie en exemple de réussite organisationnelle. Regardez. Et le pays hôte en Algérie, ça s'était très bien passé. Et sur côté organisation, tout, on était vraiment satisfait avec l'équipe locale. Et à la fin, ça s'est très bien passé. Après, ici, hier, vous avez vu, je préférais ne pas en parler. Notre fédération en a parlé. Je pense que les enjeux d'un football ne doivent pas nous amener à faire certaines choses. Parce que quand on voit, aujourd'hui, c'est l'image de l'Afrique qui est en jeu. Et hier, ce qui s'est passé, c'est anormal. Anormal. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on le laisse avec la foule populaire comme ça. Mes joueurs étaient en danger. Tout pouvait se passer contre des personnes mal intentionnées. Et ça ne doit pas se passer. Voilà, c'est avec cette information qu'on arrive à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée.